propose de balayer le programme. Alors, comme vous le voyez, on va avoir un petit temps quand même de base sur le rappel de la réglementation en vigueur sur les biodéchets. C'est Anouk de We Green Up qui va nous faire ce plaisir de rendre ça appétissant. Ensuite, c'est Nicolas Rubin de la Chambre d'agriculture qui va reposer un peu le compostage, la méthanisation, comment on le fait et dans quelles conditions ça se fait bien. Et puis après, on va dérouler des retours d'expérience et des témoignages. Alors parfois avec des témoins qui sont présents, parfois c'est moi qui me fais l'écho de leur expérience avec le compostage sur site, le compostage collectif, la question des collectes et aussi la possibilité d'échanger entre entreprises les biodéchets. Et ensuite, comme je vous le disais, il y aura potentiellement les questions-réponses. Donc, je vous propose qu'on commence avec la réglementation. Donc, je te donne la parole, Anouk. Oui. Alors, bonjour à tous. J'ai entreprise We Green Up et donc je vais essayer de vous donner les bases générales sur la réglementation des biodéchets. Donc, Oula, pas de souci. Donc, on appelle biodéchets les déchets biodégradables de jardin ou de parc, alimentaires et de cuisine. Donc, c'est une notion importante à comprendre, c'est qu'on ne va pas mettre tous les déchets fermentescibles et dégradables finalement dans la définition biodéchets. Donc, sont des biodéchets ceux qui vont être issus des ménages, des restaurants, des traiteurs, des magasins de vente au détail, des établissements de production ou de transformation alimentaire. Donc, on est vraiment soit dans le jardin ou dans l'alimentaire, la cuisine, quand on parle de biodéchets. Par exemple, les bouts de station d'épuration sont des déchets fermentescibles, dégradables en soi, mais ils ne vont pas rentrer dans la catégorie des biodéchets. Donc, il y a d'autres exemples. Je vous ai mis les références réglementaires en bas de diapo pour que vous puissiez retrouver les textes correspondant aux infos. Après, je suppose que le diapo sera diffusé, Pauline. Oui. Voilà. On peut passer à la suivante. Je n'ai pas la main, là? Si? Non, mais j'aurais pu te la laisser. C'est pas grave. Toujours dans la réglementation, donc sur la gestion des biodéchets, à partir de 2012, donc en fait, vous aviez peut-être entendu parler à l'époque du Grenelle de l'environnement. Sont apparus des engagements nationaux pour la protection de l'environnement et notamment la mise en place d'obligations pour les gros producteurs de biodéchets. Donc, ce qu'on appelle gros producteurs à l'époque, ce sont des entreprises, des producteurs qui vont faire plus de 50% de la masse de leurs déchets en tant que biodéchets. Donc, ces producteurs vont être tenus de mettre en place un tri à la source, donc soit par une valorisation organique sur place, hein, s'ils ont les moyens de pouvoir valoriser sous forme de compostage directement sur leur site, soit en faisant appel à un collecteur pour faire une collecte séparée de leurs biodéchets pour les traiter sur un autre site. Donc, l'objectif de cette démarche, ça va être de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de favoriser le retour au sol de ces matières organiques. On va exclure de la réglementation du tri des biodéchets à la source, que je vous disais, un certain nombre de déchets organiques, notamment les sous-produits animaux de catégorie 1 et 2 qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Par exemple, un animal malade qui va rentrer dans cette catégorie-là. On va avoir aussi tous les biodéchets qui ont une fraction crue de viande ou de poisson. Donc ça, c'est bien des biodéchets. Par contre, on va les exclure de la réglementation de tri et d'obligation de tri à la source parce qu'ils sont rattachés au code rural de la pêche maritime au lieu d'être rattachés au code de l'environnement. Donc, c'est des petites nuances. Donc, on va garder vraiment les déchets de jardin et je vous disais de cuisine, préparation alimentaire une fois que pour la réglementation des biodéchets. On a aussi exclu les biodéchets liquides tels que par exemple des boissons gazeuses, si je peux dire, qui vont être des déchets aussi biodéchets, mais qui ne vont pas pouvoir bénéficier d'une valorisation organique avec un tri à la source comme on peut le faire pour les autres. Donc, on les a exclus de cette obligation de tri des gros producteurs. Et puis, les déchets de taille au délagage de végétaux
Pour ceux qui sont déjà dans une filière de bois énergie, on les exclut aussi des obligations de tri à la source de biodéchets. Cette réglementation sur le tri à la source des gros producteurs, elle a été mise en place de manière progressive. L'arrêté du 12 juillet 2011, là, que je vous ai mis en bas en référence, il fixe ces seuils. En commençant donc par 2012, en 2012, c'était les producteurs de plus de 120 tonnes de biodéchets par an qui avaient l'obligation de les trier à la source. Donc ça peut correspondre par exemple à un EHPAD de 900 lits, par exemple. Après, on avait un autre seuil en 2014 de plus de 40 tonnes par an. Alors, il faut pouvoir mesurer et peser, mais il y a des données aussi, si vous n'êtes pas en mesure, vous, de peser dans votre entreprise, c'est de prendre aussi des données nationales aujourd'hui qui sont faites. L'ADEME en a transmis pas mal sur les grammages moyens dans les différents types d'établissements qui permettent d'estimer dans votre établissement votre tonnage si vous ne l'avez pas encore fait. En 2016, donc cette obligation, elle descend encore aux producteurs qui font plus de 10 tonnes par an ou plus de 60 tonnes de litres d'huile alimentaire. Pardon. Donc tout ça, c'était dans l'arrêté de 2011 à l'époque avec le Grenelle 2 pour fixer ces premiers seuils. En 2015, on a eu une loi qui TEPCV relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui avait prolongé ces seuils, notamment en mettant qu'en 2025, on devrait être tous à 0 tonnes par an. Et ce nouveau seuil a encore été modifié en 2020 par la loi AGEC relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, où on a avancé. Finalement, au lieu de 2025, on est passé à 2024, donc avec une obligation de 0 tonnes par an de biodéchets dans les collectes de déchets au 1er janvier 2024, avec un seuil intermédiaire à 5 tonnes en 2023. Au-delà de la réglementation sur le tri à la source, on a une réglementation aussi sur les modes de traitement à utiliser pour ces déchets une fois qu'ils sont collectés. La loi Garot, je ne sais pas si ça vous parle, mais en général, dans le gaspillage alimentaire, les biodéchets, ça parle. Donc, relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire de 2016, a établi une hiérarchie des modes de traitement spécifiques aux biodéchets. Donc, qui demande en fait aux producteurs de d'abord privilégier la prévention du gaspillage alimentaire et donc l'évitement du biodéchet. En deuxième lieu, l'utilisation des invendus propres à la consommation humaine par le don ou la transformation. On va pouvoir, par exemple, donner à une association des invendus au lieu de les jeter à la poubelle. En troisième lieu, si on n'a pas ni pu éviter ni pu donner pour l'alimentation humaine, on va passer à l'alimentation animale. Ça peut être le cas, par exemple, d'une industrie qui fait des farines, des brioches, des gâteaux comme ça, qui va avoir des farines qui vont retourner dans l'alimentation animale. On arrive ensuite, si on n'a pas pu valoriser la matière comme ça, à de l'utilisation, non plus pour de l'alimentation, mais là, finalement, pour un retour au sol par compostage ou par méthanisation avec la valorisation énergétique. Et puis, en dernier lieu, l'élimination, si vraiment on n'a pas pu faire ces 4 premières étapes auparavant. Donc, toujours privilégier dans cet ordre les modes de traitement des biodéchets que vous produisez. On a ensuite, quand la réglementation sur les biodéchets s'est mise en place, on s'est retrouvé face à une problématique, c'était ceux qui étaient emballés. Donc, il y a ceux qui sont emballés ou mélangés à des emballages biodégradables ou compostables. Donc, en 2020, il y a eu des dérogations pour permettre à certains de ces déchets d'être collectés avec l'autre partie qui n'est pas purement du biodéchet. Donc, on va avoir la possibilité de collecter les biodéchets avec des emballages biodégradables ou compostables. Donc, selon l'éco-conception du produit, ça peut être possible. Ou alors, si l'emballage n'est pas compostable ou biodégradable, on va pouvoir les faire collecter avec leurs emballages uniquement si on a la possibilité, l'obligation derrière de déconditionner ces biodéchets de leur emballage. Donc, on a plusieurs déconditionneurs en Maine-et-Loire et ailleurs
qui permettent cette opération, qui vont permettre d'ouvrir les emballages mécaniquement et de pouvoir récupérer à l'intérieur les matières qui peuvent être récupérées pour du compostage ou de la méthanisation. Pour ce traitement des biodéchets, quand on n'est pas certain que le biodéchet qu'on a fait collecter ne contient pas de viande ou un petit peu de jus, d'œufs ou même des mouches, si on a laissé stocker un peu trop longtemps les biodéchets dans notre entreprise, ils vont être soumis, la collecte en fait de ces déchets et leur traitement va être soumis à la réglementation des sous-produits animaux de catégorie 3. Donc ça, je vous ai mis en bas le règlement correspondant à ces règles sanitaires de traitement. En fait, ça implique quoi? C'est que dans votre entreprise, si vous êtes certain que vous n'avez pas que des végétaux, par exemple une cuisine, il peut y avoir un bout de sauce ou de viande qui part avec, vous allez être obligé de faire passer vos déchets dans une collecte qui va permettre ce qu'on appelle une hygiénisation. À une certaine température nécessaire pour détruire tout risque pathogène. Donc, on ne va pas pouvoir le faire dans un petit composteur de jardin. Il va falloir avoir certaines prérogatives et notamment faire traiter ces déchets dans une installation de traitement avec un agrément sanitaire délivré par le préfet. Donc, ça peut être en méthanisation, mais ça peut être aussi en compostage quand les conditions sont réunies. Parallèlement à la réglementation sur la gestion des biodéchets, on a une mise en place de réglementation sur la réduction des biodéchets à la source. Par exemple, depuis 2016, avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, on a l'obligation en restauration collective de mettre en place des démarches contre le gaspillage et de sensibilisation. On a vu apparaître aussi l'obligation pour les grandes surfaces de faire don de leurs invendus alimentaires et l'interdiction de détruire les invendus consommables. À cette époque, peut-être que vous vous souvenez de certains producteurs qui pouvaient mettre de la javel dans les bacs pour éviter la récupération ou ce genre de choses. Donc, on avait des règles qui ont été mises en place pour interdire cette destruction de nourriture encore consommable. En 2018, il y a la loi Egalim. Alors, il y a des lois qui ne sont pas forcément liées que aux déchets. La loi Egalim, c'est pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Donc, ces réglementations sur l'agriculture, l'alimentation vont se croiser avec la réglementation pure déchets et vont amener d'autres nouvelles obligations plus renforcées, notamment dans la restauration collective. On n'est plus obligé, on ne va pas seulement faire des actions pour le gaspillage, on a l'obligation aussi de mesurer, de faire un diagnostic de ce gaspillage. Donc, on a des tableaux de suivi de pesée, etc. dans les restaurants collectifs. L'obligation de don, elle n'est plus qu'aux grandes surfaces, elle est aussi étendue à la grosse restauration collective, à l'industrie agroalimentaire et au commerce de gros alimentaire. Donc, on a des structures qui se sont mises en place. On connaît en Maine-et-Loire, il y a la Halte du Cœur, il y a le Commerceau, des structures qui permettent justement d'avoir ce fonctionnement de collecte et de remise sur le marché de produits alimentaires qui n'auraient pas été vendus. En 2020, la loi AGEC va encore plus loin en fixant des objectifs de réduction à la source du gaspillage alimentaire chiffrés et ambitieux, on va dire, donc avec moins 50% de gaspillage alimentaire d'ici 2025 dans la distribution alimentaire et la restauration collective, et moins 50% d'ici 2030 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale. Alors, en résumé, un petit tableau qui est sûrement pas exhaustif, on pourra répondre s'il y a des cas particuliers que vous voulez soumettre. Donc, tout producteur et détendeur de biodéchets, selon les règles du Code de l'environnement et non pas du Code rural et maritime, provenant donc soit de l'activité de l'entreprise, soit bien apporté par un tiers. Ça peut être les salariés qui viennent avec des biodéchets dans l'entreprise, par exemple. Donc, tous ces producteurs-là doivent veiller à réduire le gaspillage alimentaire en privilégiant les modes de traitement. D'abord, éviter
Ensuite, voir si on ne peut pas réutiliser, par exemple en alimentation animale, ou la valorisation par compostage ou valorisation énergétique. Donc, si vous êtes, vous, une très grosse entreprise type grande surface, industrie agroalimentaire, EHPAD, commerce de gros avec certains critères, vous avez aujourd'hui l'obligation de toute façon déjà de trier et de valoriser vos biodéchets, l'obligation de donner à une association et l'interdiction de détruire les aliments. Alors, à partir de maintenant jusqu'à 2025 ou 2030, vous avez un objectif à vous fixer, de moins 50% du gaspillage alimentaire. Si vous êtes un établissement de ce type, mais avec des moins gros gisements, un fleuriste, un restaurant, une cantine, vous avez l'obligation de trier et de valorisation si vous êtes supérieur à 10 tonnes aujourd'hui. À partir du 1er janvier 2024, ça sera pour tout le monde, dès 0 tonnes. Si votre entreprise a à l'intérieur un restaurant d'entreprise qui est géré en sous-traitance, ce n'est pas vous-même le gérant du restaurant, l'obligation de tri, elle est sur le gérant du restaurant et non pas sur vous. Si vous êtes une collectivité, vous avez aujourd'hui, jusque-là, vous étiez encouragé à mettre des démarches de sensibilisation au compostage et au gaspillage. À partir de janvier 2024, c'est l'obligation de proposer des solutions de tri à la source et de collecte séparée des biodéchets. Donc, ça peut être des points de regroupement collectif de biodéchets, de la collecte en porte-à-porte, du déploiement de composteurs individuels, toutes ces options réunies pour offrir un panel de solutions complet aux habitants qui sont eux-mêmes concernés, puisqu'ils auront le seuil de 0 tonne va les concerner aussi. Si votre entreprise a une salle de restauration pour les salariés, idem. Aujourd'hui, pas d'obligation. Janvier 2024, obligation de mettre en place un système de valorisation des biodéchets sur votre site ou par collecte. Si dans votre entreprise, c'est juste un hangar, un local, pas d'obligation, hein, si personne n'y mange et qu'il n'y a pas de solution de cuisine à l'intérieur. Et si vous êtes une entreprise, autre exemple, si vous êtes une entreprise avec plusieurs sites, l'obligation va s'appliquer à chacun des sites. Donc, par rapport au seuil, vous êtes concerné par site. Oui. Pardon, dis-moi. Vas-y, excuse-moi. Non, tu me referas intervenir après pour les exemples, tu m'as dit? Oui. Ok. Du coup, merci à nous. En particulier, la dernière slide, comme on est quand même assez nombreux, on ne peut pas faire un tour de table. De ce que j'avais vu, il y a à la fois des collectivités, il y a des gros producteurs, il y a des petites entreprises. Donc, j'espère que vous avez trouvé des informations en ce qui vous concerne, vous. Je n'ai pas vu beaucoup de questions, mais je les rebalayerai tout à l'heure. Ah, c'était un problème, ok, je vais essayer de voir. Il y avait un problème de PowerPoint. Donc ça, merci à nous. Nicolas de la Chambre d'Agri, est-ce que tu veux bien prendre et la parole et le contenu pour parler concrètement compostage et méthanisation? Comment on fait en sorte que ça se passe bien? Et après, on passe au témoignage. Ok, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais partager. Est-ce que c'est bon? Oui. Ouais, impeccable. Donc, Nicolas Rubin, moi je suis chargé de mission économie circulaire à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Donc, parmi mes missions, il y a effectivement la valorisation des matières, alors pas que organiques, mais quand même beaucoup organiques, donc non issues de l'agriculture, donc qui pourraient être valorisables donc chez les agriculteurs. Et puis, je m'occupe également, mais là ça va pas nous concerner aujourd'hui, de valorisation de matières produites par les agriculteurs et qu'ils ne peuvent pas valoriser sur leur ferme. Donc là, on va parler beaucoup de plastique essentiellement. Voilà. Donc effectivement, le titre de mon intervention, on va parler de biodéchets et je vais essayer de vous donner des clés pour déjà comprendre ce qu'est ces filières de valorisation et de traitement des biodéchets, puisque le monde agricole aujourd'hui est de plus en plus sollicité vis-à-vis de la valorisation de ces biodéchets quand ils n'ont pas pu être effectivement évités ou valorisés en alimentation humaine et animale comme on vient de le voir.
Et donc, pour avoir des filières là, qui sont en train de se construire et pour qu'elles soient pérennes, voilà. Donc, effectivement, on va partir de la base, les fameux biodéchets. Alors là, je vous ai mis les trois grandes familles. On va avoir effectivement, par exemple, des tontes de gazon pour l'entretien des espaces verts. On va avoir des biodéchets alimentaires divers et variés en vrac ou emballés. Et puis, effectivement, ces catégories de biodéchets, elles peuvent être traitées par méthanisation, où là, effectivement, on va pouvoir récupérer du gaz. Hein, ça, c'est le grand intérêt de la méthanisation, donc du biogaz. Mais avant cela, ces biodéchets, il va falloir qu'ils passent par des phases de pré-traitement. Ils ne peuvent pas être mis comme ça directement dans un méthaniseur. Nicolas, excuse-moi, ça défile pas. Ça défile pas. Ça ne défile pas. Ok. Peut-être que je vais couper ma caméra. Ça va peut-être aider. Est-ce que du coup ça... Là, on a l'impression que tu es resté en mode pas présentation. Ok. Donc j'arrête. Alors je vais arrêter la présentation. Je vais revenir. Je vais revenir au diaporama. Est-ce que c'est mieux là ou pas? Oui. Ça, ok. Alors je vais essayer, je vais recommencer comme ça. Je vais essayer de refaire défiler les choses. Donc ce que je vous expliquais, c'est que on ne peut pas mettre effectivement ces biodéchets directement dans un méthaniseur. Un des premiers pré-traitements pour tout ce qui est biodéchets conditionnés, déjà ça va être de les déconditionner. Alors, ça va être malaxé, éventuellement broyé, et on va essayer de séparer au mieux les plastiques des biodéchets alimentaires. On va récupérer une soupe derrière. Donc là, on peut avoir aussi, donc à nous qu'on a parlé tout à l'heure, une phase d'hygiénisation qui va être préalable, notamment si on a des sous-produits animaux. Effectivement. Est-ce que vous voyez le défilement ou pas? Oui, on le voit qu'il s'anime. Là, ça y est, ça défile. OK. Oui. Donc, ces biodéchets peuvent être également traités. Ça, c'est le deuxième grand type de traitement, donc par compostage. Mais à savoir que pour pouvoir les traiter par compostage, le compostage étant un traitement qui nécessite de l'oxygène, qu'on va appeler aérobie, à l'inverse de la méthanisation qui, lui, va être sans oxygène, anaérobie. Et donc là, pour avoir de l'oxygène pendant la phase de compostage, il faut rajouter un autre élément qu'on va appeler un support, matière carbonée. Voilà. Et là, je vous ai fait apparaître effectivement des branchages qui vont effectivement apporter la structure. Le structurant, je cherchais le terme, donc qui vont structurer et qui vont pouvoir faire qu'on va pouvoir composter des déchets de tonte ou des biodéchets alimentaires. Sachant qu'effectivement, ces branchages, il va y avoir la nécessité de les pré-traiter en les broyant. Donc on voit qu'il y a déjà un certain nombre d'étapes préalables au traitement et donc un certain nombre de coûts, bien évidemment, engendrés. Une fois que c'est traité, on n'a plus des biodéchets, mais on a des bioressources. Je vous ai mis là donc une bioressource liquide qui va être un digestat liquide issu de la méthanisation. Juste à côté ici, donc, on a un digestat solide qui ressemble pas mal, on va dire, au compost. La dernière photo tout à droite. Voilà, donc produit résiduel du compostage. Et les digestats produits résiduels de la méthanisation. Une seule voie de valorisation pour ces bioressources, c'est bien le retour au sol. Et pour que ce retour au sol soit effectivement accepté par les agriculteurs, que ces nouveaux produits soient acceptés par les agriculteurs, il y a une condition
sine qua non, c'est zéro plastique et indésirable. Alors, je l'ai bien mis en objectif, puisque le zéro dans la vie, on sait que c'est très difficile à atteindre, souvent. Mais en tout cas, c'est bien l'objectif qu'il faut se fixer si on veut que ces nouveaux produits soient acceptés par les agriculteurs. Donc, si je reprends ma filière complète... allô? Ouais. C'est bon pour vous? Ouais. Ah, Nicolas, moi, je ne t'entends plus. Ah. Ouais. Nous, Vous on l'entend. m'entendez? Nous, on l'entend. D'accord, Si. très bien. D'accord, C'est très bon? bien. Ok. Ok, j'ai une question de Nadine qui me dit pourquoi le compost donné aux déchetteries a-t-il une si mauvaise odeur comparé au compost maison? Tu peux en parler plus tard. Le compost donné aux déchetteries? Alors, donné par. Alors, Nadine, ce que je propose, c'est Nicolas termine et puis on prendra ces questions-là à la fin, si ça vous plaît. Ok. Donc, effectivement, alors, donc je reprends, si vous voulez, la filière complète avec mes biodéchets, pré-traitement, traitement, valorisation. Et si malheureusement, dans les biodéchets, il y a du plastique, ben, on va se retrouver à devoir effectivement avoir des opérations de surtri, alors qui peuvent être manuelles et mécaniques avant les pré-traitements, puis ensuite mécaniques avant traitement éventuellement ou après traitement. C'est bien évidemment des surcoûts supplémentaires. Ça peut engendrer des problèmes de qualité et donc d'acceptabilité par les agriculteurs, ce qui du coup engendre tout simplement soit une fermeture ou du moins même la filière ne peut pas émerger s'il y a ces problèmes-là. Donc pour atteindre cet objectif zéro plastique indésirable dans les sols, c'est d'avoir zéro plastique indésirable dans les biodéchets. Et le premier levier, je dirais le plus efficace et le moins coûteux, c'est bien en amont de la collecte, en prévention, avec des actions de sensibilisation des clients, de formation des équipes. Et c'est là où vous, entreprises qui allez effectivement collecter et trier vos biodéchets, vous êtes acteur, je dirais, à 100% de cela. Et c'est ça qui va pouvoir faire que la filière derrière de pré-traitement, traitement et retour au sol va pouvoir se faire et sera pérenne. Aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, il y a alors c'est Nadine là, qui en parlait là, avec les composts de déchetterie. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs aujourd'hui qui ont des réticences à prendre ces composts-là parce qu'ils n'ont pas confiance dans la qualité, je dirais, des intrants, hein, des ingrédients qui sont rentrés en amont du compostage. Voilà, donc ça c'est vraiment hyper important à comprendre et il faut bien que dès l'amont, tout le monde soit bien conscient de la destination finale, de l'usage final et de la volonté vraiment des agriculteurs voilà, de ne pas retourner au sol des indésirables tout simplement. Voilà, je crois que même au niveau des citoyens en général, c'est quelque chose qui est facilement compréhensible. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce matin. Merci pour votre attention. Du coup, Nadine, est-ce que vous voulez revenir sur votre question? Il y a une question d'Angélique qui a été pour partie répondue par Anouk. Nadine, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Non, pas de suite, très bien. Et Angélique, vous aviez une question et Anouk a répondu. Est-ce que vous avez un complément de question à poser à Nicolas? On va dire que pour l'instant, oui, bonjour, donc Angélique. Oui, par rapport à la question que j'ai posée, ça veut dire que finalement, si on a des biodéchets en mélange, végétaux et sous-produits animaux,
Ça veut dire finalement, tout passera par une phase d'hygiénisation. C'est bien ça que je comprends. Alors, si vous voulez effectivement les traiter par méthanisation. Par compostage, en revanche, non, c'est pas nécessaire d'hygiéniser avant le compostage. D'accord. En revanche, effectivement, il faut un agrément sanitaire si on veut composter des sous-produits animaux. Ça, c'est une condition réglementaire. Mais il n'y a pas besoin de cette phase d'hygiénisation en amont. Si ce sont bien, par contre, ça, nous qu'on a parlé, c'est vrai qu'il faut différencier, on va dire, les déchets alimentaires ayant des sous-produits animaux, on va dire, et qui sont frais, qui sont pas dégradés, qui n'ont pas, entre guillemets, pourri, et qui sont toujours de catégorie 3. Voilà. Après, dès que vous passez sur du 2 ou du 1, là, de toute façon, il y a obligation d'hygiénisation. Mais pas si vous êtes sur du sous-produit animal de catégorie 3. Voilà. Merci Nicolas et Anouk. Je redonne très brièvement la parole à Anouk parce qu'elle a un exemple à nous donner. Donc là, on part sur les témoignages et les exemples. Et Anouk a un exemple à donner de compostage sur site, c'est-à-dire vous êtes une structure et vous souhaitez valoriser vos biodéchets tout de suite là, en bas de chez vous, dans un composteur. Je te laisse la parole, Anouk, pour cet exemple. Oui. Merci. Vous m'entendez là? Oui. Oui, en fait, j'avais il y a la Halte du Cœur, donc Aboupro en Mauges, qui a mis en place des composteurs pour ce qui n'est pas emballé. Donc eux, ils ont fait appel, et ça peut être une idée aussi, à des structures type CPIE ou Label Verte qui sont dans le coin. Il y en a peut-être d'autres hors Maine-et-Loire, hein. Désolée si j'ai pas en tête toutes les structures. J'ai vu qu'il y avait du monde de la Loire-Atlantique qui pourra donner d'autres exemples. En fait, de former, ils ont pris le parti avec le CPIE, de former des salariés au compostage sur place, parce qu'il faut savoir que si vous le mettez en place, le compostage, certes, vous n'allez pas dépenser pour la collecte, mais par contre, il faut associer cette gestion à du temps humain nécessaire pour la gestion, pour le retournement, pour l'équilibrage avec les matières type branchage broyé. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez prenant qui ne peut pas être imposé aux salariés d'une entreprise sans consultation préalable et formation. Donc, je sais qu'à la Halte du Cœur, c'est pas toujours simple pour le personnel. Et j'ai un autre exemple comme ça, c'est les Jardins de l'Anjou à La Pommeraye, qui, eux, ont inclus finalement la gestion du compostage. Ils compostent, ils ont 60 000 repas par an servis, et ils font du compostage en andin directement sur le site c'est une hôtellerie-restauration, et ils ont inclus la mission d'entretien du compostage, du compost dans les missions d'un agent technique de l'établissement, ce qui permet vraiment de structurer la gestion sur le site et d'éviter tout problème. Et il y avait une vidéo, je vais vous la mettre en lien dans la messagerie, qui a été faite par la CCI sur la réduction du gaspillage alimentaire en restauration commerciale. Et sur la deuxième partie de vidéo, on voit le témoignage et l'exemple du compostage en andin au Jardin de l'Anjou sur leur site. Donc, ça peut être intéressant en exemple de compostage individuel, si je peux dire. Voilà. D'accord. Alors oui, tu peux la mettre. On a d'autres petites vidéos potentielles à montrer. Je pense c'est qu'on déroule un peu et puis en fonction des questions-réponses, on pourra les diffuser. Tu l'avais mis merci. celle-là? Tu l'avais prévue déjà ou... Non, j'en avais une autre. Donc celle-là, tu peux me remettre le lien avec. D'accord. Et merci d'autant plus que là, l'idée, c'est justement de pouvoir montrer vraiment les potentielles difficultés, les leviers pour chacune des différentes options que vous aurez. J'ai entendu un petit bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réaction ou on continue? Donc là, c'était le compostage sur site. Pour information, on devait avoir Myriam Larue de Angers Métropole qui allait nous parler aussi un petit peu, puisque par exemple, mais plein d'autres collectivités le font, propose, mettre à disposition. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas enlevé son micro.
Il n'y a pas de limite connue, donc il faut qu'elle se mette à jour. Ah, Eric, on vous entend. Pardon. Hop. Bon, ben, j'en ai perdu. Oui, si. Donc, ALM met à disposition des composteurs aux entreprises qui le souhaitent. Et peut-être que Myriam nous rejoindra tout à l'heure. Sur ce qui est, pardon, je vais reproposer du coup. Hop, voilà, pardon pour les petits, ok. Quand on est autour, une autre solution consiste à composter de manière collective, donc entre plusieurs structures d'un territoire proche. Je vais donc donner la parole à Christophe Thérien de la Chambre des métiers qui a mis en place, qui a suivi et animé une expérience sur Sainte-Luce-sur-Loire. Et alors, la personne de Pauline 49 n'est pas là malheureusement, mais je pourrais vous donner un autre exemple, moi, de quelque chose qui s'est passé sur les Mauges. Du coup, Christophe, je diffuse votre PowerPoint. Est-ce que vous êtes bien là, Christophe? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, absolument. Je vous en prie. Donc, Christophe Thérien, je suis conseiller en fait développement durable à la Chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire et j'interviens sur la Loire-Atlantique. Alors du coup, nous, on a mené une opération auprès des professionnels sur une ville, Sainte-Luce-sur-Loire, qui est située sur le territoire de Nantes Métropole, avec qui on a un partenariat d'ailleurs en lien avec la CCI de Loire-Atlantique également. Et donc, on a souhaité en fait expérimenter la collecte des biodéchets. Donc, on a identifié sur un centre-ville les professionnels des métiers de bouche. Donc, je vous ai mis les noms des entreprises là, sur la première page. Donc, on avait à la fois des bouchers charcutiers, des boulangers pâtissiers, donc également un salon de coiffure, et puis également un café, brasserie, restaurant. Donc voilà. Du coup, l'idée, c'était vraiment d'expérimenter et voir un petit peu quel était le ressenti des artisans, des commerçants et aussi des salariés et des apprentis dans l'entreprise. Donc, de voir finalement concrètement, est-ce que le tri des biodéchets en fait est possible dans une entreprise. Alors, du coup, on avait différents partenaires, hein, notamment Compost In Situ, qui était le prestataire qui assurait la valorisation des déchets. Et puis également donc, la mairie de Sainte-Luce-sur-Loire, notre métropole. Et puis également l'ADEME, qui est notre partenaire. Alors, je vous ai mis quelques photos, hein, c'est très simple, pour illustrer complètement l'opération. Donc, en fait, on a équipé en fait, chaque professionnel de petits bacs bleus de 25 litres, des bacs crocodiles, qu'on avait récupéré chez un prestataire pour l'expérimentation. Donc, chaque artisan était doté de ces petits bacs hein, qu'il pouvait facilement installer dans son laboratoire, puisque vous savez que dans les TPE, l'une des problématiques, c'est l'espace de stockage. Hein. Donc, je ne vous parle pas du composteur, puisque, mis à part peut-être en milieu rural, il est quasiment impossible de mettre un composteur chez un professionnel des métiers de bouche, pour plein de raisons, hein, les raisons d'espace, et puis pour des raisons aussi liées à l'hygiène et à la sécurité alimentaire. Donc du coup, un point important que je ne vous ai pas encore présenté, c'est qu'on s'est appuyé sur un composteur existant. Donc on avait déjà un composteur situé en centre-ville, à Sainte-Luce. Donc en fait, il y avait déjà un compostage des biodéchets issus du marché. Donc tous les samedis matins, il y a un marché à Sainte-Luce. Et donc ils avaient déjà mis en œuvre un composteur. Donc nous, finalement, on s'est greffé en fait sur cette collecte de biodéchets du marché. Et on s'est dit, on va tester, on va essayer d'impliquer les artisans commerçants qui sont installés donc, du coup, à proximité du marché. Donc la collecte s'effectuait en vélo électrique avec une association, donc un vélo équipé d'une remorque. On a également eu un chariot quand le vélo était en panne. Parfois on n'avait pas de vélo, donc du coup, parfois c'était un chariot, donc c'était un peu plus compliqué. Je vous ai mis une photo hein, de ce qui était collecté, donc on voit qu'il y a un petit peu de tout. Hein. Il peut y avoir des sandwichs, du pain, il y a quelques coquilles d'œufs. Donc effectivement, normalement, les coquilles d'œufs ne doivent pas être mis dans les biodéchets, mais bon, voilà, on avait parfois des coquilles d'œufs. Et puis en bas à gauche, je vous ai mis le composteur qui était déjà existant. Donc en fait, tous les samedis matins, il y avait une collecte de ces biodéchets à la fin du marché. Et donc les biodéchets étaient déposés dans le composteur.
tout simplement en fait. Donc du coup, alors je vous passe un peu toute la phase amont, mais on a eu une phase de diagnostic et de sensibilisation, hein. Nous, les chambres de métier, chambres de commerce, on est habitués à faire ce type d'intervention dans les entreprises. Mais voilà, donc on est allé les voir, non pas pour faire un diagnostic environnement, on va dire, compliqué, on allait plutôt faire un petit bilan et on allait plutôt leur proposer une offre en fait de collecte de biodéchets. Et donc on a eu plutôt une très bonne adhésion des artisans. Puis là, je vous ai mis en bas en fait quelques chiffres clés. Alors mon schéma, il n'est pas forcément super bien mis en page, mais grosso modo, vous voyez, on était sur à peu près. Alors là, on est sur plus de 12 mois, en fait, parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'on avait une pesée, en fait. Donc, chaque samedi matin, le prestataire, en fait, pesait les petits bacs bleus. On a mis en place une fiche de suivi, et donc la personne qui passait faire la collecte devait noter les quantités de déchets collectés, et nous, on faisait un suivi trimestriel pour relever un peu les compteurs. Donc, on a collecté environ 7 tonnes sur 7 professionnels et sur à peu près un an. 7600 exactement, mais vous voyez, on avait également octobre, novembre, décembre, en fait. Donc on était environ sur 7 tonnes. 7 tonnes de déchets détournés, finalement, des déchets ménagers assimilés, puisque, bien évidemment, tous ces déchets-là, en général, partent dans les ordures ménagères. Donc c'était une opération expérimentale, donc je vous ai rapidement listé les points forts. Donc une bonne adhésion des professionnels, une bonne visibilité aussi auprès du grand public, puisqu'on était au moment du marché, également des consommateurs et des élus locaux, un intérêt vraiment intéressant des salariés et des apprentis. Je mets les apprentis parce que dans les boulangeries, dans les boucheries, il y a souvent des apprentis. Donc ils étaient vraiment très intéressés pour justement mettre en œuvre le tri des déchets, parce que là, c'était quand même très, très concret. Produire du compost aussi, qui était réutilisé par les services de la ville. Une bonne valorisation des acteurs locaux, et puis surtout la gratuité du dispositif. Alors, c'était pas réellement gratuit, bien sûr, hein, c'était financé par les aides publiques, hein, c'était notamment financé par Nantes Métropole et la ville de Saint-Plus. On voulait pas de frein et pas de contrainte, en fait. On voulait vraiment tester la collecte, donc c'est pour ça que c'était gratuit. Et puis, alors, du coup, quelques points de vigilance. Alors, comment pérenniser ce type de dispositif qui aujourd'hui n'est plus vraiment opérationnel sur Saint-Plus. Quelle tarification cohérente, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a certaines collectivités qui proposent encore la taxe d'ordures ménagères ou la redevance spéciale ou la redevance incitative. Donc là, l'enjeu, c'est de se dire, si on avait voulu continuer l'opération, voilà, comment on équilibre le financement, puisque aujourd'hui, les professionnels ont parfois un petit peu mal à accepter de payer voilà, ce qu'ils doivent à la collectivité, et puis payer en plus, c'est un sujet sensible, hein, payer en plus, du coup, un coût qui peut se justifier auprès d'un opérateur, sachant que la réponse qu'on a souvent, c'est la suivante, c'est de dire, on fait un effort sur le tri des biodéchets, donc on ne le met plus dans les ordures ménagères. Effectivement, c'est une obligation réglementaire, mais parfois, on a du mal à faire passer le message sur le fait qu'il y a un coût en plus à faire payer aux professionnels, et à mon avis, c'est une des clés si on veut atteindre les objectifs réglementaires. C'est d'avoir un équilibre financier qui soit à peu près correct pour à la fois les collectivités, mais aussi les entreprises. Et puis alors après, des problématiques plus techniques, à savoir les fortes chaleurs et les périodes de canicule, où là, on a eu quelques désagréments et quelques nuisances d'odeur, mais également d'indésirables dans les biodéchets. Et puis, on a aussi une autre petite problématique, mais qui était peut-être plus liée à notre organisation, c'est que on avait un opérateur associatif et qui parfois n'assurait pas la collecte. On avait fait le choix de travailler avec des structures d'insertion, et du coup, il y avait parfois des collectes qui n'ont pas eu lieu parce que les personnes en insertion, tout simplement, ne venaient pas en fait faire la collecte. Et du coup, il n'y avait pas de personnes qui remplaçaient. Donc, au niveau des opérateurs, c'est vrai que par rapport à ce type de biodéchets, qui sont quand même des déchets sensibles, il faut vraiment avoir un opérateur qui garantit une collecte de ces biodéchets. Contrairement parfois au carton ou au papier, voilà, s'il y a une collecte qui est ratée, c'est moins gênant, mais là, pour les biodéchets, il faut être assez exigeant avec l'opérateur. Mais là, on était vraiment sur une opération très, très expérimentale, en fait.
Donc voilà, j'ai essayé de faire rapide et Oui, merci. j'espère que c'est à peu près clair. Oui, bien sûr. Alors, donc, il y avait un exemple, mais Pauline 49 n'est pas là. Moi, je peux vous faire un petit retour d'une crèche, enfin, d'un groupe d'entreprises qui a été lancé. Mais oui, c'est dans les Mauges. Il y a une initiative d'une crèche, d'un cabinet comptable et d'un bar qui, il y a plusieurs années, ont voulu faire du compostage ensemble. Ils avaient d'abord trouvé comme lieu pour accueillir concrètement le composteur à la crèche. Puis, il y a eu un problème de rats, donc ça a été déplacé à 2 reprises pour retrouver finalement une autre entreprise qui est rentrée dans la démarche euh, et qui a accepté de récupérer le composteur. Ça a fonctionné pendant plusieurs années jusqu'à ce que l'entreprise ferme. Donc là, ils ont trouvé un nouveau lieu qui est, pour le coup, l'hôtel de ville de la collectivité. Donc aujourd'hui, ils sont 2 entreprises, un particulier et la collectivité. Donc c'est encore un attelage original. Ils sont accompagnés, j'ai omis de vous le dire, par là aussi le CPIE. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que chaque structure retourne chacune son tour. Tout le monde récupère un petit peu. Ils ont cadenassé, parce que l'idée, comme je vous disais tout à l'heure, là, c'est vraiment de pouvoir dire ce qui se passe bien, ce qui ne se passe pas bien. Là, il y avait eu des problèmes de dépôt indésirables. Donc, ils ont cadenassé. Et dans la faisabilité, donc ça perdure, vraiment avec l'aide du CPIE, ils me l'ont mis comme un élément assez important. Et ils sont quand même à 20 minutes de voiture pour faire les allers-retours. Donc, il y a une vraie volonté de faire les choses dans ce sens. Et puis, cette originalité du partenariat public-privé. Voilà, je voulais vous dire juste que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ALM propose aussi maintenant, donc Angélieur Métropole, pardon, voudrait tester aussi le compostage collectif. Donc, ils avaient commencé à travailler là-dessus à Beaucouzé avec quelques entreprises qui s'étaient déclarées intéressées. Puis bon, le Covid a arrêté la dynamique. Mais en tout cas, si certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à retourner vers eux. Ils veulent vraiment essayer d'expérimenter sur les zones d'activité et les zones industrielles. Évidemment, ça passerait par un accompagnement technique au démarrage par Angélieur Métropole avec ses prestataires, donc des formations et des visites. Et il faudrait en contrepartie que les entreprises s'engagent. C'est vraiment en écho à ce que disait Anouk tout à l'heure. Il faut que plusieurs salariés s'engagent à être référents dans les entreprises pour gérer le site. Pour qu'ils soient évidemment autonomes. Et puis, ils verront avec vous si vous avez, quelles sont les différentes sources de broyat, etc. Donc, c'était ça que je voulais vous dire. Pardon, hop, je jongle sur plusieurs. Et est-ce que je peux passer la parole à Mathieu Martin d'Envie pour parler de collecte maintenant? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je charge la présentation. Pardon? Je vous disais, Pauline, je charge la présentation. Oui, je t'en prie. Alors, est-ce que tout le monde voit? C'est visible? Alors, on voit que c'est toi qui as pris la main. Oui, ça y est, c'est bon. Nadine, on reviendra sur votre question juste après la présentation de Mathieu, si vous voulez bien. Ok, donc Mathieu Martin, bonjour à tous. Je suis le directeur d'Envie, qui est une entreprise d'insertion spécialisée sur la collecte des déchets en Maine-et-Loire. On a intégré un réseau qui s'appelle Compost Institut, qui est spécialisé sur la collecte et la valorisation des biodéchets. Donc, on a une organisation qui est organisée en fait sur 3 niveaux. Vous avez une association nationale qui regroupe à peu près 11 acteurs, et puis une coopérative qui a été créée en avril de cette année 2021, qui va rassembler 5 acteurs positionnés sur la gestion de la matière organique en Pays de Loire. Donc, ça permet en fait de mutualiser les équipements techniques et d'avoir une communication à l'échelle de la région.
Et puis ensuite interviennent directement chaque structure sur les territoires où elles sont impliquées, où elles connaissent leur tissu économique. Donc Envie réalise une collecte de déchets alimentaires auprès des entreprises comme les cantines, les restaurants, les universités. Cette matière, elle est compostée directement chez nos agriculteurs partenaires en lien sur le territoire concerné. Et au bout d'un an de compostage, la matière est mise à disposition de l'agriculture pour fertiliser ces sols. Hein, voilà un petit peu le principe. Donc c'est une solution de recyclage qui se veut organique et locale, qui permet à la fois à l'agriculteur d'intégrer une démarche d'économie circulaire et aux détenteurs de déchets d'être aussi actifs sur les questions de transition écologique. Donc, à nous, qu'on a parlé un petit peu au début, il y a des enjeux qui sont évidemment environnementaux parce qu'on est sur une valorisation de la matière plutôt que de l'incinération. Vous avez également un impact sociétal parce qu'on va créer de l'emploi directement non délocalisable sur le territoire. Et il y a des enjeux, comme vous l'avez vu aussi, en termes de réglementation, puisque d'ici le 1er janvier 2024, l'ensemble des opérateurs devront faire appel à une filière de recyclage, en tout cas pour gérer les biodéchets. Notre solution de compostage, elle se veut durable. On propose un service clé en main qui va s'adresser à vos établissements. On va organiser ce qu'on appelle le tri à la source. Ce tri à la source, il est indispensable parce que sinon, on ne peut pas faire de compost de qualité. On a vu, il faut éviter les intrants de type plastique, métaux. On va également sensibiliser les acteurs. Cette politique d'accompagnement, elle est nécessaire pour créer cette culture au sein des établissements. On va mettre aussi à disposition un ensemble de matériel de pré-collecte pour faciliter le transport. On réalise ensuite l'enlèvement de biodéchets sur une fréquence qui est à la semaine. Et puis, on va, sur la dernière étape, la 5e, réaliser le compostage sur un site partenaire. On va réaliser ce qu'on appelle le retour au sol. Si on regarde les déchets que les établissements peuvent déposer directement dans les bacs, on est sur un agrément sanitaire qui est obtenu auprès de la Direction départementale de protection des populations, avec aussi un système d'hygiénisation. Donc, on est sur un produit qui est normé, avec un retour au sol d'un produit compatible avec de l'agriculture biologique. Donc, vous pouvez mettre des déchets de cuisine et de table, ainsi que du poisson et de la viande. On peut également mettre des os, vous avez des coquillages, voilà, du crustacé, du fromage, et puis tout ce qui concerne les épluchures. Sur l'offre que Envie propose sur le département du 49, on peut également vous mettre directement en relation avec des prestataires qui assurent une gestion du tri avec des offres de tables de tri modulaires. C'est quelque chose de simple, qui est assez ludique, qui est performant, qui est facile à nettoyer. Et ça vous permet ensuite de transvaser cette matière dans des contenants beaucoup plus grands, qui font 600 litres ou 120 litres, en fonction de l'espace qui va être disponible, par exemple, dans une arrière-cour. Alors, ça peut être placé à l'extérieur, ça peut être mis aussi également dans des zones de stockage. Et l'entreprise réalise l'enlèvement hebdomadaire. Notre offre aussi s'adresse aux entreprises qui souhaitent faire du compostage sur site. Compost in situ aussi, mais en relation avec des acteurs qui sont existants. On a parlé en début de présentation de Label Verte, qui est un acteur qui officie aujourd'hui depuis quelques années sur le territoire angevin. Voilà, pour faire du compostage de territoire et mettre à disposition un silo directement sur l'établissement. Là, je vais passer vite parce que je pense que je vais vous présenter principalement la collecte. Et je vous propose un petit film qui dure 40 secondes. Donc là, vous voyez le transport des bacs de 610 litres qui se font directement chez le producteur, avec une livraison sur une plateforme en lien avec un partenaire agricole. Vous avez le déchargement des bacs qui vont se faire sur une plateforme bétonnée. On va systématiquement y ajouter du broyat de bois, c'est ce qu'on vous a dit aussi au début de la présentation. Ensuite, on va déverser la matière sur le champ de l'agriculteur grâce à une benne agricole. On fait ce qu'on appelle un andin d'une cinquantaine de litres de long. Cet andin, il est recouvert d'une bâche.
pour faciliter aussi la montée en température. En fait, c'est une phase thermophile, on parle d'hygiénisation du compost. Et tous les mois, la coopérative nous permet de faire un retournement de repas de façon à faciliter le brassage de la matière. Pour obtenir ensuite un compost de qualité au profit de l'agriculture locale. Voilà pour la présentation. Alors, sur Angers, nous, aujourd'hui, on collecte une 50aine de tonnes de biodéchets à l'année. Et le réseau Compost In Situ au niveau Pays de Loire atteint 1650 tonnes aujourd'hui sur l'année 2021. La plus grosse expérience est détenue par Compost In Situ qui se trouve à... Là, vous avez l'exemple de quelques enseignes qui aujourd'hui nous font confiance en la gestion de nos déchets. Merci Mathieu, concis et clair. Alors, je vois la question de Jérôme. Vous dites, mais comment on va faire? Tout l'objet de ce webinaire, c'était d'essayer de vous montrer les différents types d'options qui vont être les vôtres, puisqu'effectivement, 2024, tout le monde va devoir, globalement, je vous confère le petit tableau bien pratique d'Anouk du début. Donc, il y a vraiment c'est le compostage individuel, le compostage collectif. Ici, Mathieu vient de nous parler d'une autre option qui est de se faire collecter, donc entre guillemets, tout simplement, ces biodéchets. On a on a essayé donc de montrer à la fois la variété des solutions qui sont possibles, mais aussi différents acteurs. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Et en fonction de qui vous êtes aussi, vous pouvez avoir peu de biodéchets. Et c'est aussi pour ça qu'on a demandé à Caroline de Cocyclé d'intervenir. Je ne vois pas si tu es là, Caroline. Si, je suis là. Je sais pas, vous m'entendez? C'est tout bon? Oui. Est-ce que tu veux, comme il y avait l'air d'avoir un problème de diffusion de PowerPoint, est-ce que tu as la tienne sous la main? Sinon, je la diffuse. Je veux bien que tu la diffuses. Oui, vas-y, je te l'avais envoyée. Oui, absolument. Du coup, si ce n'est pas clair pour vous, Jérôme, on en reparle après. Si ça vous... J'ai vu, Leslie, que vous aviez une question aussi. On y revient après également. La parole est à toi, Caroline. Ok, ça marche. Je te laisse avancer. Du coup, nous, Cocyclé, on existe depuis début 2018. On collecte les professionnels qui ont plutôt des petits flux de biodéchets. Donc, l'idée de départ, en fait, c'était vraiment de connecter les acteurs qui avaient chacun leur spécificité. Donc, notamment un acteur de la logistique au travers de Calivéo, qui est notre partenaire historique, donc qui fait des collectes à vélo des biodéchets, donc plutôt petits flux. Donc, on a pour clients plutôt des restaurateurs, des bars, des hôtels, quelques entreprises tertiaires aussi, parce qu'au sein des bureaux, on a de plus en plus aussi envie de trier son marc de café, ses épluchures. Voilà, donc on se positionne plutôt sur les petits flux avec un acteur collecte, Calivéo, un acteur aussi, un partenaire qui est Atout Métier, qui s'occupe du nettoyage des bacs, puisque c'est toujours un échange bac plein contre bac vide, un bac propre vide qui est remis donc à chaque partenaire pour continuer le tri. Et on a collecté avec trois partenaires en fait depuis le début du lancement de Cocyclé, dont un partenaire agriculteur, mais pour lequel c'était pas évident de bien composter la matière parce que ça demande du temps, comme on l'a vu, ça demande un apport de broyat régulier. Donc ça, on avait réussi à trouver un partenaire tout proche, donc c'était super, mais il faut remuer la matière, comme on l'a vu, pour qu'on soit en compostage aérobie, donc avec de l'air. Et on s'est rendu compte que voilà, le temps à consacrer avait été peut-être sous-estimé de notre côté et par l'agriculteur. Donc, on a décidé de stopper cette expérimentation-là pour revenir à un partenariat qu'on avait aussi historiquement chez Cocyclé, qui est avec Branjon, que vous connaissez, j'imagine, tous, qui fait du compostage industriel et pour lequel, voilà, aujourd'hui, nous avons une certitude que toutes les matières collectées sont compostées voilà, dans de bonnes conditions et pourquoi pas à l'avenir, en effet, rejoindre la plateforme de Mathieu avec Compost In Situ selon voilà, comment ça se développera, puisque notre idée, c'est vraiment aussi d'être dans cette connexion d'acteurs, cette valorisation de la matière pour un retour au sol et
cette envie vraiment de faire vivre le territoire par un projet d'économie circulaire qui a du sens en local. Donc, on voit quelques autres partenaires qu'on a, c'est pas exhaustif, mais sur la droite, donc on travaille avec Angers-Loire Métropole, avec la ville d'Angers. Ah, là, je vois plus la présentation. Oui. Et puis, on intervient aussi avec le réseau éco-événements, le réseau compost citoyen, Label Verte. On va le voir juste après. On peut avancer. J'ai des problèmes techniques. Hein, Ça marche. Une de nos particularités, comme on a pu l'évoquer, c'est qu'on a tout de suite intégré en fait à nos missions une partie sensibilisation parce qu'on est convaincu et on l'a tous dit, je pense qu'on est raccord les intervenants sur cette partie-là, c'est que sans sensibilisation, sans compréhension des enjeux, sans compréhension d'où retourne la matière et pourquoi c'est important de bien trier à la source, on ne peut pas avoir une bonne qualité de tri à la source et donc du coup ça en pâtit sur tout le reste de la filière. Donc c'est pourquoi on mène de nombreuses opérations de sensibilisation aussi sur le territoire. On peut revenir juste à la slide 3, Pauline, s'il te plaît. Elle marche pas en fait, comme tu vois. Je la sélectionne, mais c'est elle tout blanc. marche pas. Mince. C'est pour ça. Ah, c'est dommage parce que c'était nos. Ouais, d'accord. Bon ben voilà. Du coup, on voit pas grand-chose. Ok, bon ben alors c'est pas grave. C'est indépendant de ma volonté. Ça marche. Ok. Donc sur la slide 3, je mettais un peu d'images en fait sur nos collectes, hein, donc avec les vélos qui vont chercher les caisses en fait auprès de nos 24 restaurateurs, hôtels partenaires. Aujourd'hui, on est à peu près à 100 tonnes triées, collectées, valorisées sur le territoire d'Angers. Et voilà. Donc il y avait quelques images, quelques photos de nos partenaires qui font ce geste quotidien de trier leurs biodéchets à la source. Là, on est sur une autre slide puisqu'on intervient aussi sur les événements. Donc ça, c'est quelque chose qu'on expérimente depuis 2-3 ans. L'idée étant, puisque les événements sont aussi un lieu, mais même des événements d'entreprise, hein, où on a de la production de biodéchets. Donc l'idée, c'est d'essayer de limiter la mise en ordure ménagère de tous les déchets, notamment les biodéchets. Donc là, pour montrer aussi l'impact l'importance plutôt des événements de sensibilisation pour convaincre tous et toutes à bien faire le tri à la source. Et donc, on fait également des animations et des formations sur cette partie tri à la source et compostage, par des temps assez ludiques qui permettent justement auprès de divers publics, mais de passer à l'action sur le tri à la source et le compostage, donc que ce soit en entreprise, auprès du grand public, auprès des professionnels, auprès des collectivités. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fait un peu notre spécificité aujourd'hui sur le territoire. La slide suivante, c'était juste pour dire un petit mot. Donc, on accompagne aussi la massification du compostage à Angers, donc plutôt auprès du grand public. Et on travaille en partenariat également avec Label Verte sur ces thématiques-là. Donc, Label Verte, en effet, qui accompagne aussi les entreprises dans la mise en place de compostage in situ au sein des entreprises, en fait, pour composter sur place, c'est qu'il n'y ait pas de transport des matières. Donc voilà, c'était assez succinct. C'est dommage qu'on n'ait pas vu toutes les photos, mais voilà, je ne sais pas si Oui, je t'assure qu'elle est blanche. J'entends, écoute, il y a un petit bug, ça peut arriver, pas de problème. Mais alors, je fusionnerai tout ça dans le PowerPoint. Ça marche. Je ferai un support général pour les gens, ne vous inquiétez pas. Donc là, on a donc, si je récapitule, on donne des exemples de compostage sur site, de compostage collectif. Là, c'est 2 types de collecte, selon que vous avez des petits flux ou des plus gros flux. J'ai essayé de chercher des collectes groupées de biodéchets. À ce jour, je pense qu'il n'en existe pas beaucoup pour l'instant. J'en ai trouvé un à Lille, où une union de commerçants d'une grande rue très passante a proposé à ses quarantaines d'adhérents, il y a quelques années, une collecte groupée. Elle est donc en place depuis décembre 2017 et c'est Veolia qui dépose dans les restaurants un sac. On l'a dit tout à l'heure, hein, souvent il y a le problème de l'exiguïté des locaux.
sac, l'autre intérêt, c'est que ça ne fait pas de bruit lors du ramassage, puisque justement, il propose un ramassage 7 jours sur 7 après le service, donc vraiment au milieu de la nuit, avec un camion qui a 2 compartiments, le sac vraiment des biodéchets organiques qui ont été triés au préalable et le sac des DIB. Et cette expérience, ça permet de diviser le coût par 3 de la collecte des déchets. Et il y a eu toute une opération un peu de com, justement, avec des logos affichés sur les vitrines de cette rue et qui donne entière satisfaction, a priori, tant d'un point de vue environnemental que économique. Alors, je fais un tour juste du côté des questions, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Alors, Angélique, Anouk répond à tes questions, mais ça peut peut-être être intéressant de partager. Ta question, c'était quel rôle de la collectivité locale dans cette collecte des biodéchets triés pour les entreprises? Anouk, si tu veux répondre oralement, je te laisse. Non, j'ai juste répondu que l'obligation était aussi pour la collectivité en charge de la collecte des déchets. Donc, ça dépend si la compétence a été transférée à un syndicat ou si elle est portée par la collectivité locale. Et si c'est la collectivité à la compétence, elle doit mettre en place des solutions de tri à la source et de collecte. Donc, ça peut être complémentaire, ça peut être aussi des box de dépôt collectif en complément de distribution de composteurs individuels. Voilà, toute solution pour pouvoir répondre à tous les producteurs et même les entreprises qui bénéficient aujourd'hui du service public. Voilà, pas aller collecter les entreprises qu'elles n'avaient pas au départ. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faudrait dire, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur les zones d'activité ou zones industrielles qui ne sont pas collectives aujourd'hui par... Elles vont se débrouiller. Voilà, donc elles se débrouillent aujourd'hui et elles devront se débrouiller demain. Donc, c'est surtout pour elles aussi qu'on faisait Après, ce panel. Dans les biodéchets, il y a quand même beaucoup de restaurateurs en ville ou de choses comme ça, d'activités comme ça qui sont collectées par les collectivités et qui vont être du coup soumis... Enfin, la collectivité va devoir aussi leur proposer des solutions. Donc, en gros, et après, on passera au dernier type de moyen de valoriser ces biodéchets. Il y a les solutions que chaque entreprise va essayer de trouver sur site avec le compostage, etc. Il y a sinon, effectivement, faire appel à des acteurs extérieurs qui vont les collecter pour vous et ça me fait rebondir sur la question de Jérôme qui demande une liste de prestataires qui vont pouvoir collecter les biodéchets par département. Alors moi, je n'ai pas ça à l'heure actuelle, mais ce sera sans doute compilé au fur et à mesure. Vous allez avoir typiquement les acteurs traditionnels, j'allais dire, type justement Branjon ou Veolia, et puis il y a tous ceux comme Envie qui sont déjà sur les déchets depuis longtemps et qui là ont développé en plus la collecte de ce gisement-là. Ah, pardon, j'entendais du bruit. Mais donc, voilà, moi, à ce jour, je parle sous le contrôle de ceux qui connaissent plus. Je ne crois pas qu'il y ait particulièrement une liste par département, mais ça va être de toute manière, comme il y a une obligation, ça va être, cette offre va être déployée vraiment par de plus en plus d'acteurs. Après, ce sera à vous de voir ce que vous préférez le plus. Est-ce que Florent Laville de Cycle Farm est avec nous? Oui, tout à fait. Super, merci. C'est pour donc dernier type de solution que j'avais essayé d'envisager. Quand une structure a des biodéchets, il peut aussi donc essayer de voir si d'autres entreprises ne seraient pas intéressées par ces gisements. Et donc, c'est l'exemple même de Cycle Farm qui a déjà pris le contrôle et donc à qui je donne la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, donc, Florent Laville, je suis l'un des fondateurs de Cycle Farms. Alors, je vais essayer de faire bref. Donc, nous, on est une société spécialisée dans la production d'insectes à destination de l'alimentation animale. Et donc, en fait, l'origine de la production d'insectes, nos intrants principaux, c'est donc des biodéchets. Et dans ce cadre-là, effectivement, donc la société a été créée en 2016. On a pu expérimenter différentes méthodes, on va dire, de collecte de ces biodéchets et puis prendre aussi identifier la totalité des difficultés que cela peut représenter selon les échelles auxquelles on s'intéresse. Je reviens très rapidement juste sur ce qu'on fait parce que quand on parle de production d'insectes, c'est pas forcément évident pour tout le monde de comprendre. Donc nous, on va travailler sur la mouche qui s'appelle Hermesia illucens, c'est la mouche soldat noire. Elle va avoir un cycle de l'ordre de 45 jours.
Donc nous, notre objectif, c'est d'avoir des mouches qui vont se reproduire, qui vont donner des œufs, faire éclore ces œufs, et c'est bien les larves qui vont, elles, se nourrir des biodéchets. Donc en fait, on a plusieurs activités, hein, et on a effectivement une activité de récupération de ces biodéchets, on a ensuite une activité de formulation, en fonction justement des différents biodéchets qu'on va récupérer. On va pouvoir formuler des rations, un peu comme dans toute filière animale existante actuellement. Et ensuite, on va avoir une phase de croissance de ces larves, puis de reproduction. Aujourd'hui, notre société, elle est spécialisée dans la partie reproduction, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser en particulier à faire des juvéniles d'insectes pour ensuite expédier ces animaux vivants à des gens qui, eux, vont s'occuper de faire du grossissement, puis de la transformation pour faire de la farine d'insectes à destination des industries de l'aliment. Alors, aujourd'hui, c'est uniquement l'alimentation animale pour cette espèce-là, mais certaines espèces d'insectes peuvent-elles être un peu plus destinées à l'alimentation humaine. Donc nous, au niveau de ce qui a été dit précédemment, où est-ce qu'on se situe sur le triangle qui a été présenté au tout début de ce webinaire, nous, on est après les associations et on est en solution complémentaire, effectivement, voire dans certains cas un peu concurrentes, hein, des solutions de compostage et de méthanisation, puisqu'en fait, le processus d'élevage d'insectes est en fait un processus accéléré de compostage. C'est-à-dire que quand les insectes vont consommer la ration, il va rester à la fin une partie non consommée par les insectes, qu'on appelle un frasse, c'est une sorte de déjection d'insectes, qui est en fait un amendement organique qu'on peut tout à fait utiliser en agriculture biologique classique. La différence, c'est que nous, on a des législations supplémentaires, puisque comme on fait de l'élevage, on ne peut pas s'intéresser à tous les types de biodéchets. Donc on est restreint dans ce sens-là, mais au final, on peut s'intéresser à tout ce qui est végétal et on a quelques ouvertures vers des produits type œufs ou déchets de boulangerie, voire même des coproduits animaux un peu plus, un peu moins utilisés classiquement en élevage, qui sont les farines de sang, par exemple. Donc aujourd'hui, le groupe Cycle Farms, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une première unité, une entité en France, basée à Beaufort-en-Vallée, qui est un centre qui à l'origine était un centre de recherche et développement, qui est ensuite devenu un centre pilote et qui aujourd'hui est un centre de sélection. Et là, on est en train d'ouvrir en fait une deuxième unité au Lourou-Béconnet, donc à l'ouest d'Angers, qui elle va être une unité uniquement dédiée à la production de juvéniles pour la commercialisation de ces animaux vivants auprès des différents partenaires, enfin clients de l'entreprise. Mais c'est aussi, je ne vais pas y revenir aujourd'hui, mais une entreprise au Ghana qui elle s'occupe de qui a intégré la totalité de la chaîne de valeur de l'alimentation animale. Donc au Ghana, on fait de la récupération de déchets, de l'élevage d'insectes, de la transformation d'insectes, de la formulation en aliments et de la vente en local aux pisciculteurs. Et ça fait depuis maintenant 2018 qu'on est accompagné par la société Orvia Agrogène, qui est un groupe vendéen spécialisé en fait dans la génétique palmipède. Et puis voilà, on a différents types de partenaires en France. Aujourd'hui, en termes de volumétrie, qu'est-ce que ça donne? Le site de Beaufort-en-Vallée, il récupère et retraite autour de 2 tonnes de déchets par semaine. Donc on a travaillé par exemple avec le mine d'Angers, où on récupérait une grande majorité de leurs invendus de commercialisation. On travaille aussi avec des entreprises de plus ou moins grande taille. On peut travailler avec le groupe Fleuron d'Anjou, par exemple, des coopératives agricoles qui peuvent avoir des rebuts ou des invendus de commercialisation. En fait, tout dépend de l'échelle à laquelle on va considérer. Au tout début de notre activité, quand on a commencé à expérimenter, on allait chercher les déchets à l'arrière d'un magasin Carrefour. Et aujourd'hui, à date, on travaille plutôt avec des entreprises de taille moyenne. Et là, on va passer au stade après où il nous faut 20 tonnes de déchets par semaine sur site. Et là, on va passer plutôt à des entreprises de taille un peu plus importante, qui sont des agro-industries, ou alors des très grandes coopératives, comme par exemple Flette, l'Arvosé des Champs, ou des usines comme Bonduel, etc. Donc toute la complexité, en fait, quand nous, on va récupérer des déchets, ça va vraiment être de s'intégrer dans les chaînes de fonctionnement actuelles de l'entreprise, puisque les entreprises, alors la législation les oblige aujourd'hui à réfléchir à la valorisation, mais en fait, jusqu'à il y a peu de temps, c'était pas vraiment, c'était pas important. Or, nous, leurs déchets sont nos ressources.
Donc, il va y avoir effectivement beaucoup de travail de sensibilisation pour mettre en place des chaînes de supply qui sont constantes, qui sont fiables, puisque nous, si on ne récupère pas nos déchets à temps, en fait, on ne peut pas donner à manger à nos insectes. C'est un peu comme n'importe quel éleveur qui ne reçoit pas son aliment, c'est exactement la même chose. Et donc là, il y a un peu un changement de paradigme à faire comprendre aussi à nos fournisseurs que voilà, nous, si on s'engage, c'est un engagement bilatéral, c'est-à-dire vous aussi, vous vous engagez à nous fournir ces biodéchets-là. Et puis après, il y a toutes les problématiques de coût. Aujourd'hui, on les a régulièrement citées lors de ce webinaire. On a des entreprises qui ont pris la main sur ce marché du biodéchet, Veolia, Branjon, et qui facturent des coûts à la tonne qui sont liés, d'une part, à la logistique, qui est une part importante de ce coût, mais d'autre part, aux coûts de fonctionnement que peuvent être les coûts de compostage ou de méthanisation. Nous, notre objectif, c'est effectivement, comme on vient plus ou moins s'intégrer dans ce marché-là, c'est de proposer des solutions qui sont beaucoup moins chères, étant donné que nous, c'est un aliment pour nous. En gros, on ne cherche pas à faire de la marge sur le système de récupération de déchets. Ce qu'on veut, c'est que ce soit, on va dire, rentable pour tout le monde, donc que nous, notre aliment ne nous coûte pas trop cher et que ça ne soit pas plus cher pour le fournisseur de ce déchet-là. Grosso modo, c'est un partage des coûts logistiques. Et tout le reste de la problématique, c'est comment est-ce qu'on organise cette logistique. On peut fonctionner en palox, c'est-à-dire on fournit des palox aux producteurs, ils les remplissent, on les enlève, on les renouvelle par des palox neufs, et puis nous, on fait de la gestion en palox. Et là, aujourd'hui, sur le site du Louro-Béconnet, on va être obligé de fonctionner en benne, un peu comme Veolia. Et dans ce cadre-là, forcément, étant donné que ce n'est pas notre activité première de récupérer du déchet, c'est une partie de notre activité, mais ce n'est pas notre activité première, forcément, on va aller s'accouter à des sociétés qui savent faire ça, comme peuvent le faire Branjon, comme c'est leur spécialité. Donc, je vous ai mis là, voilà, un petit peu ce que ça donnait. Alors, la banane est un exemple, hein, on peut travailler sur tout type de produits de base. Tout ce qui va être, l'attention particulière, elle va plutôt être sur l'équilibre de la ration, comme si nous, on mangeait que du McDo, ça irait pas bien. Si on mangeait que du concombre, ça irait pas bien. Les larves, c'est à peu près la même chose. Il faut leur donner une ration équilibrée correspondante à leurs besoins. Et c'est un peu tout l'autre problématique de notre activité, c'est qu'on est en France. On a en France des saisons qui sont marquées, voire de plus en plus marquées, même si elles se décalent de plus en plus. Et la difficulté, ça va être pour nous d'avoir une ration la plus constante en termes nutritionnels, et ce, peu importe la saison dans laquelle on se considère. D'où le fait qu'on s'oriente de plus en plus vers des agro-industries qui travaillent des produits purs pour essayer d'enlever la part de variable. Donc ça aussi, ça va être une contrainte supplémentaire de notre activité, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de récupérer toujours les mêmes produits toute l'année à un volume relativement constant. Mais donc on voit là sur ce petit tableau que je vous ai montré qui a valeur d'exemple, qu'en 2022, l'objectif c'est de récupérer sur notre site plus de 2400 tonnes de déchets, qu'ensuite nous on va processer, donc c'est du broyage, c'est du mélange, pour donner à manger à nos insectes. Et de ces 2400 tonnes de déchets, va rester à peu près 30% d'un amendement organique qui devrait être utilisable en agriculture biologique, mais que pour l'instant les législations interdisent. Elles interdisent une remise au sol directe et elles imposent une hygiénisation d'une heure 70 degrés, comme on a pu le voir avant, étant donné qu'on ne sait pas encore l'impact du risque de propagation de nos insectes dans les environnements, en sachant qu'elle est présente en France. C'est un principe de précaution que je comprends tout à fait. Et donc, pour pouvoir utiliser cet amendement organique, on a besoin de passer par une hygiénisation. Voilà, j'ai essayé de faire court parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Merci, ouais. Je crois que tu as répondu en plus à la question de Nadine qui demandait pour les insectes, les biodéchets suffisent-ils à les nourrir? Sinon, quels autres aliments devez-vous leur acheter en plus? Pour quelle part les aliments produits ensuite peuvent-ils avoir le label bio? Alors, donc nous on rajoute des coproduits céréaliers qui viennent vraiment booster en fait la valeur nutritionnelle de la ration et ajouter un effet texturant. Donc ça, c'est les seuls. On va dire c'est un complément dans notre ration, et ça, c'est le seul complément qu'on est obligé d'acheter, d'acquérir. Et ensuite, la deuxième partie de la question, pardon. Est-ce que quels autres aliments, tu l'as dit, pour quelle part? Tu as dit c'est marginal du coup. C'est autour de 10%, oui. Ça dépend. D'autres personnes peuvent utiliser uniquement des coproduits céréaliers, ce qui peut aussi là poser question en termes de démarche, puisque l'objectif c'est
de pas se mettre en concurrence avec les filières animales existantes, ou en tout cas d'être plus vertueux. Et les aliments produits peuvent-ils ensuite avoir le label bio? Alors aujourd'hui non, aujourd'hui clairement pas. L'amendement qui en ressort, lui, peut être utilisable en agriculture biologique, mais la farine d'insectes en elle-même ne peut pas être considérée comme une matière première biologique, enfin utilisable en agriculture biologique. Ça viendra, mais là, c'est les lobbyistes de l'insecte qui doivent travailler sur le secteur, parce que ça impose de définir aussi un cahier des charges bio pour la production d'insectes. Aujourd'hui, on en est plutôt à l'étape de réussir à produire les volumes dont le marché a besoin. Donc, je dirais une deuxième étape. Je vois également une question sur qu'est-ce qu'on fait des 30% qui restent. Et bien là, on travaille avec des prestataires, enfin des partenaires prestataires qui vont hygiéniser cette matière et la remettre en champ par la suite et l'utiliser en amendement organique, puisqu'on est sur des valeurs agronomiques qui sont très intéressantes. Nous, on a eu le temps, avant que la législation nous interdise de le faire, de faire des essais en horticulture, par exemple. Et on s'est rendu compte que l'efficacité de cet amendement organique était tout à fait cohérente et tout à fait comparable à des amendements organiques qui étaient vendus entre 400 et 450 € tonne. Donc c'est une matière qui a une valeur sur les marchés. Merci. Alors moi, j'ai juste un ou deux petits exemples un peu différents d'échanges entre entreprises, sachant que je reviens sur ce qu'avait dit Anouk au tout début. On est d'accord que, idéalement, au début, si vous avez de la matière, enfin de la nourriture, c'est à réorienter pour l'alimentation humaine. On est bien d'accord. Là, on en est justement sur les parties qui viennent après. Donc merci Florent. J'ai vu aviez une question, Sylvain, mais on la traitera après, d'autant que je n'ai pas les réponses. Sur l'exemple que je vais vous donner, c'est des parcs animaliers qui récupèrent aussi de la viande auprès de boucheries, par exemple, ou de restauration ou de grande distribution. Donc, le bioparc de Douai-la-Fontaine, par exemple, ça fait 3 ans qu'ils récupèrent la viande de Gia Gastronomie sur Angers. Ils font la navette une fois par semaine avec une kangou. C'est pratique parce qu'une soigneuse habite à côté. Il y a vraiment l'aspect un peu concret comme ça. Ils font le tri une fois qu'ils arrivent au bioparc et c'est un système qui est très souple. Si le bioparc n'a pas besoin, ils appellent. Si JA en a pas assez ou trop, ils appellent. Et donc, effectivement, le parc derrière complète par une commande si besoin. Mais ils sont a priori dans un partenariat depuis 3 ans et qui est voué à perdurer. Même s'ils n'ont jamais calculé quelles étaient les économies qu'ils faisaient à travers ce partenariat. Le parc Péchinet, dans le 72, a tissé le même type de partenariat, lui, avec des enseignes de grande distribution, Carrefour Market depuis plus de 10 ans, Leclerc, Aldi. Donc, c'est des structures, enfin des magasins qui vendent dans un rayon de 15 minutes autour de chez eux, de là où ils sont. Et là, ils récupèrent les invendus tous les mardis et tous les vendredis avec un camion. Donc, ça couvre 2/3 de leurs besoins pour les fruits et légumes et 50% des besoins en viande. Justement, comme la différence par rapport à GIA Gastronomie, c'est j'imagine qu'il y a vraiment une variété beaucoup plus large et une régularité aussi élevée. Eux nous ont fait part d'un problème, le temps que prend le travail de tri, évidemment, et d'aller chercher 2 fois par semaine ces matières-là. Donc voilà, c'était pour vous donner un peu des exemples très variés. Je vois qu'il y a peut-être des réactions. Par Pécheret, pardon, pas Péchinet, évidemment. Merci Nadine. Il y avait une question de Sylvain. Je me dépêche parce contrairement à ce que je pensais, on a pris un peu plus de temps, donc il ne reste plus que 5 minutes. Il y avait une question de Sylvain. Pour réduire à la source, un restaurant d'entreprise peut vendre ce qui est consommé en salle. Peut-il vendre le surplus aux salariés emballés de manière appropriée sous quelles conditions? Alors, moi, je ne suis pas juriste, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. En revanche, on travaille avec des juristes, donc je peux sans problème leur poser la question et celle à laquelle je pense en particulier pour me répondre tout de suite, je peux prendre vos coordonnées. Instinctivement, j'aurais envie de dire que c'est moins une question de déchets, effectivement, que de droit par rapport au commerce, puisque ce ne savent pas être des déchets, hein, c'est des repas qui ont été faits, donc ils ne sont pas des déchets. Donc, on est plus dans, entre guillemets, ce qu'on appelle le réemploi.
Après, est-ce que ce restaurant a le droit de vendre à emporter? Je ne sais pas s'il y a une réglementation particulière là-dessus. Et puis évidemment, il y a tout l'aspect lié à l'hygiène, rupture du froid à gérer. Mais ça, je préfère pas vous dire de bêtises. Si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, je peux demander à une juriste ou vous donner le nom de cette juriste qui vous répondra gratuitement. Voilà. Est-ce que on a mené un peu ça au pas de course, mais encore une fois, c'était parce que le but, c'était vraiment de vous montrer qu'il existe en fait plein de choses face à cette deadline de janvier 2024. Est-ce que vous avez des questions? Je veux bien, Sylvain, pas de problème. Est-ce que j'ai oublié des questions? Je crois que Nadine, vous en aviez une sur la viande au moment où je parlais de l'exemple de la crèche. Est-ce que depuis, on vous a éclairé? Est-ce que vous avez une autre question? Ou alors les autres participants, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous pouvez allumer vos micros et faire, enfin, ou faire part de vos réactions. N'hésitez pas. Sinon, il est 12h27 et ça peut être parfait au niveau du timing. Alors, Nadine, compost maison avec de la viande. Alors, a priori, pas de viande. Je ne sais pas quand vous avez dit ça. Si c'était sur la crèche, non, je pense justement, il faisait bien le tri avant, d'où l'importance, m'avait-elle confié, de cet accompagnement du CPIE, ou pour Angers Métropole, d'où l'importance de la formation, du temps de formation quand même, qui est toujours incluse dans la mise à disposition des composteurs, qu'ils soient individuels ou collectifs. J'ai noté Jérôme et Nadine. Ah ben oui, je vous laisse. Oui, c'était dans l'exemple de récupération auprès du charcutier, du boulanger, de restaurant, et il y avait les déchets de snacks et autres, et tout ça, ça partait à un compost collectif. C'était l'exemple de Christophe avec la Chambre des métiers, oui. Les 7, oui. Et je ne voyais pas l'étape hygiénisation, parce que s'il y a de la viande, ça passe pas. Non, il n'y avait pas de viande en fait. Ah d'accord. Donc chez le boucher, c'était des déchets céréaliers Oui, ou autres, de oui, traiteurs, en fait, quoi. oui, voilà, c'est vrai que je suis allé un peu vite. C'était un boucher charcutier traiteur, enfin boucher charcutier. Et en fait, ce boucher charcutier avait aussi une offre comment dire, de salade en fait composée. Et donc du coup, il avait en fait plutôt des épluchures de légumes. Mais oui, par contre, la partie carnée, la partie viande ne partait pas dans le composteur. D'accord, C'est merci. bien chez un prestataire. Donc nous, en Loire-Atlantique, c'est la Saria à Issy. Mais voilà. Donc on a eu bien sûr on a eu des points de vigilance auprès de cet artisan, effectivement, puisqu'il n'y avait pas la phase hygiénisation. Ouais. Ok, Par merci. contre, les coquilles d'œufs, on a eu plus de problématiques, parce que le boucher, vous êtes sans doute, vous devez savoir que les boulangers cassent encore des œufs, parce qu'on peut acheter des œufs en bidon, en fait. Hein, donc, mais il y a beaucoup de boulangers qui ont encore des techniques artisanales, et du coup, les coquilles d'œufs, par contre, c'est vrai qu'on les récupérait parfois dans le composteur. Et c'est très intéressant dans les composteurs, mais c'est interdit? Mais non, mais tout à l'heure, j'ai vu en fait que dans l'introduction réglementaire, quand il y avait des coquilles d'œufs, j'ai cru comprendre qu'il y avait une phase d'hygiénisation. S'il reste des cellules animales, quoi. Bah oui, mais dans un. Ouais, Les après, peaux animales et tout ça dessus, effectivement. Anouk nous a quittés, si je puis dire, ouais. elle ne peut pas répondre. J'ai pas noté moi cet aspect-là, mais on pourra le ressoulever. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je peux aussi vous proposer de vous diffuser les tant attendus, au moins une vidéo, notamment de la démarche qui avait été mise en place, dont Christophe a parlé. Est-ce que vous voyez? Alors, j'ai l'impression qu'on ne va pas entendre, évidemment. Hop, voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a pas le son.
Voilà. Je peux... Vous n'aviez pas le son même jusqu'à la fin? Non, il Pardon. n'y avait pas le son. Ah! C'est pas grave, on a au moins vu. Ah oui, non, ben ça, excusez-moi, moi je regardais du coup ma vidéo. J'attire votre attention aussi, dans la PowerPoint que je vous enverrai, il y a celle qui avait été de Angers Métropole où il y a un lien aussi sur, pareil, de 2 minutes, un lien vidéo, comment bien faire le compostage, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, etc. Donc ça pourra aussi répondre à une partie des questions. Voilà, sinon je vous propose qu'on... Oui, il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole? Oui, si je peux me permettre, juste Nicolas Rubin, pour revenir à ces histoires d'hygiénisation et par rapport aux produits carnés notamment, ou coquilles d'œufs, produits animaux. C'est vrai que compostage, home compost, on va dire, enfin petit compost, et on a effectivement des soucis de montée en température, mais c'est vrai que c'est le compostage en lui-même, et quand on est sur des suffisamment gros volumes, on va pouvoir effectivement monter en température autour de 70 degrés, 60-70 degrés, et c'est là où effectivement c'est bien le compostage, la phase aérobie du compostage qui va procurer l'hygiénisation, hein. Et si effectivement on peut prouver cette montée en température, en fait c'est toujours un couple temps-température, hein, pour prouver en fait que le produit a bien été hygiénisé. Et derrière, faut prendre donc il y a ça à prendre en compte. Effectivement, au compostage maison, c'est compliqué d'atteindre ces couples temps-température, mais après il y a aussi la notion de qu'est-ce qu'on fait du compost. Si on l'utilise, si le compost il est réutilisé par un maraîcher par exemple pour faire pousser des radis, ou s'il est utilisé, comme on l'a vu dans ta vidéo, Pauline, en massif de fleurs, effectivement, là, on ne va pas avoir non plus le même degré d'exigence et les mêmes exigences réglementaires vis-à-vis, effectivement, de l'amendement qu'on va utiliser. Voilà, pour une potée de fleurs. Bon, est-ce que le couple temps-température a été respecté? Effectivement, on ne va peut-être pas y faire trop attention. Si c'est réutilisé sur place, que ce n'est pas revendu, voilà. Par contre, effectivement, pour un producteur de légumes, là, on va être très, très attentif. Et malheureusement, il y a eu, il y a 3-4 ans de ça, là, il y avait eu un scandale aux Pays-Bas, notamment sur des pousses de soja, il me semble, où l'amendement avait été mis en cause, hein, l'amendement utilisé pour faire pousser, non, c'était pas des, ouais, enfin bref, et l'amendement avait été mis en cause, et notamment l'hygiénisation effectivement de cet amendement qui devait encore contenir malheureusement des cellules pathogènes, quoi. Voilà, donc il y a bien ça à prendre en compte, hein, effectivement, ces deux facteurs à prendre en compte. Voilà, c'était le petit complément que je voulais rajouter là-dessus. Ok, merci, oui, bien sûr, tu es le plus grand sachant, a priori, d'entre nous. Merci à tous. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions que vous aviez qui n'ont pas été évoquées ou traitées. On peut être amené à refaire d'autres types de webinaires comme ça sur ce sujet, mais peut-être des choses plus spécifiques. Voilà, n'hésitez pas à nous faire votre retour sur des besoins. Et il y aura les coordonnées des différentes personnes qui sont intervenues, si jamais vous voulez les faire appel à eux. Merci à tous, merci en particulier. Au revoir. Merci. Merci. Merci Pauline. Bonne journée à tous. Au revoir.